Que ferait un homme d'affaires s'il était élu président des États-Unis et s'il essayait de profiter de sa position, de son pouvoir pour essayer de gagner un maximum d'argent? C'est exactement ce que fait Donald Trump aujourd'hui. On va le voir, c'est assez fascinant. Alors je me suis inspiré d'un article du Wall Street Journal qui explique que depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump et sa famille ont monétisé l'élection d'une manière qui dépasse tout ce qu'on avait vu auparavant. On va le voir à coup de documentaires, de transactions juridiques, de crypto, évidemment. Apparemment, Donald Trump et Melania, il ne faut pas l'oublier, elle a aussi bien monétisé, en ont profité pour transformer cette élection en machine à cash. Alors, est-ce le premier à le faire? Bien sûr que non. Je vois déjà dans les commentaires, vous allez me parler d'Obama, de Sarkozy, etc. C'est vrai, beaucoup d'anciens présidents ont réussi à monétiser leur passage au pouvoir. Barack Obama, par exemple, a signé un deal avec Netflix, estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a eu un contrat de publication pour ses mémoires de 65 millions de dollars. Il est payé 400 000 € la conférence aujourd'hui. Mais notamment en termes de conférences et d'ailleurs de monétisation globale, il reste derrière Bill Clinton qui, lui, a accumulé des centaines de millions de dollars en conférences privées. Il a fait 542 conférences avec des tarifs entre 250 000 et 500 000 dollars, mais qui sont parfois montés jusqu'à 700 000 dollars. Bien sûr, en France, on a Nicolas Sarkozy qui a su bien rebondir grâce à ses conférences. Moins bien payé, Nicolas Sarkozy, c'est entre 150 et 200 000 € la conférence en moyenne. Et d'ailleurs, pour vous amuser, vous pouvez aller sur le site WSB.com, qui est le site du Washington Business Bureau, et vous pouvez engager George W. Bush, Tony Blair, mais même François Hollande. François Hollande qui avait dit à une époque qu'il ne ferait pas ses conférences. Il critiquait d'ailleurs largement Sarkozy là-dessus et qui a fini par craquer et qui est toujours disponible sur ce site pour des conférences. D'ailleurs, vous pouvez le voir, même Bruno Le Maire est disponible sur ce site. Mais une différence fondamentale entre Obama, Clinton, Sarkozy, Hollande, etc., c'est que tous ont attendu de quitter le pouvoir avant de tirer profit de leur notoriété, alors que Trump, lui, le fait pendant son mandat. Et la première méga transaction a eu lieu du côté de Melania. C'est quand Melania Trump a cherché à vendre son documentaire sur son retour en tant que première dame. La vente a probablement été décidée pendant un dîner entre Jeff Bezos, Melania et Donald Trump en décembre, donc décembre 2024. Bezos, lui, venait bien sûr se réconcilier avec le futur président et Melania, de son côté, voulait en profiter pour vendre son documentaire. Alors, jusqu'ici, rien d'anormal, sauf peut-être le montant de la vente, parce que déjà, Netflix et Apple n'ont même pas fait d'offre. Ensuite, on a Paramount qui a proposé 4 millions et Disney 14 millions de dollars. Mais quand Amazon est arrivé, ils sont arrivés avec une offre de 40 millions de dollars, soit 3 fois plus que le concurrent le plus proche. C'est une offre énorme pour un documentaire, mais Amazon dit que c'est tout à fait normal. Ils disent « Nous avons acquis les droits du documentaire de Melania Trump pour une seule et unique raison. Nous pensons que nos clients vont l'adorer. » Melania Trump toucherait la plus grosse part du gâteau avec plus de 70% des 40 millions de dollars. Mais c'est pas tout. Son agent, qui vraiment va au bout du bout pour gagner le plus d'argent possible avec ce documentaire, aurait également tenté de vendre des sponsorships pour le film à partir de 10 millions de dollars. C'est complètement dément, je trouve. Donc ils sont allés voir des PDG, des milliardaires, etc. qui étaient présents pour l'inauguration. Et ces sponsors bénéficieraient d'une mention spéciale dans les crédits et d'une invitation à la première du film. Je trouve que 10 millions de dollars, ça fait très cher quand même, le petit nom sur l'écran. Alors est-ce que le but pour Amazon, c'est vraiment de payer le meilleur documentaire du monde parce que le prix est vraiment délirant, hein. Est-ce que le documentaire mérite ce prix-là ou est-ce que c'est plus pour se rapprocher de Donald Trump? Même chose pour ses sponsorships. Est-ce qu'une invitation à l'inauguration et une petite mention dans les crédits, ça mérite 10 millions de dollars ou est-ce que c'est plutôt pour se rapprocher du président? Je vous laisse y réfléchir, j'ai ma petite idée. Mais c'est pas tout du côté de Melania. Le mois précédant l'élection, Melania a sorti ses mémoires. Alors jusqu'ici, rien de vraiment surprenant. S'il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est le timing, parce qu'on s'attendrait à ce qu'elle sorte ses mémoires à la fin du deuxième mandat, une fois qu'on a vraiment fait le tour de la première dame, etc. Mais là où c'est très malin, c'est que c'est aujourd'hui que les gens ont envie de savoir qui est réellement Donald Trump ou Melania. C'est maintenant qu'il y a le maximum de pub et pas au moment où Donald Trump sera has-been, aura fini son deuxième mandat, etc. Donc c'est vraiment très malin de sa part. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au moment où CNN, par exemple, a invité pour une interview à propos de ses mémoires, l'éditeur a demandé 250 000 $ pour l'interview. Et ça, c'est vraiment curieux, parce que d'habitude, les interviews pour vendre des mémoires, c'est évidemment gratuit. Et quand CNN a fait volontairement fuiter l'information, là, l'éditeur, tout d'un coup, a fait machine arrière en disant « Mais non, c'est un malentendu, évidemment, on n'a jamais voulu faire payer l'interview. » Et pour en finir avec Melania, il y a encore plein de choses. Si vous allez sur son site internet, vous allez voir que c'est plus une boutique qu'autre chose. Elle vend les exemplaires de son livre, signé pour 250 $. Elle vend des colliers Vote Freedom à 600 $, etc. Enfin bon,
Donc c'est assez marrant de voir à quel point ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour monétiser. Alors ça, c'est pour Melania, qui se débrouille très bien, mais de son côté, Donald Trump a d'autres techniques. Et avant de parler crypto, qui est évidemment le gros morceau, il y a des techniques un peu moins connues, comme convertir les litiges en gains financiers. Parce que depuis qu'il a été élu, Donald Trump a touché, via des accords transactionnels, environ 80 millions de dollars. L'idée, elle est simple, c'est que Trump a fait plein de procès contre des entreprises, des réseaux sociaux, des médias, etc., à chaque fois pour diffamation ou bien pour censure. Et maintenant qu'il est élu, qu'il va arriver au pouvoir, bien sûr, la plupart de ces entreprises craquent et elles préfèrent négocier un règlement financier, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, plutôt que d'aller au bout de procédures judiciaires avec Donald Trump au pouvoir. On a par exemple Meta, maison mère de Facebook, qui a payé 25 millions de dollars pour solder un procès sur la censure de Trump. On a ABC News qui a déboursé 15 millions de dollars pour un accord de diffamation. Et même Elon Musk, c'est un peu plus curieux, mais Elon Musk, à travers X, qui a trouvé un compromis à hauteur de 10 millions. Et oui, même Elon Musk a dû payer 10 millions de dollars à Trump, voilà, toujours pour des idées de censure, diffamation, etc. Alors, il faut savoir que la majorité de ces fonds sont dédiés à la bibliothèque présidentielle de Trump et non à Trump lui-même. Enfin, en général, il y a une partie à la bibliothèque de Trump et une partie à Trump lui-même. Cette bibliothèque du président Trump, c'est quelque chose de très curieux aussi. Je pourrais en parler, mais c'est quelque chose, voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Donc, sachez qu'il y a une grande partie qui ne va pas dans la poche de Trump, mais dans voilà, dans des fonds qui sont dédiés à autre chose, à la gloire de Trump. Mais en tout cas, cette idée de monétiser des plaintes parce qu'on va devenir président et qu'on aura un pouvoir qui permettra d'influencer peut-être ou des juges, je ne sais quoi, je trouve ça quelque chose d'assez dingue. Et puis, il y a bien sûr le fameux virage crypto de Trump. Il se présente aujourd'hui comme le président des cryptos. On sait que son élection a boosté les cryptos, ensuite son arrivée au pouvoir. Et pourtant, en 2019, pour ceux qui ont une mémoire ou surtout qui vont aller vérifier sur Twitter, il disait « Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ce ne sont pas de l'argent. La valeur est très volatile et repose sur du vent. » Voilà, c'était assez clair. Mais depuis, il a évidemment retourné sa veste. Mais non seulement il a retourné sa veste, mais surtout, il a profité de sa notoriété pour booster une crypto inconnue avant son élection, la crypto Trump, mais aussi la crypto Melania. La capitalisation du Trump Coin a grimpé jusqu'à 3,3 milliards de dollars, tandis que du côté de la crypto Melania, elle a atteint une valorisation d'environ 210 millions de dollars avant de s'effondrer. Les deux se sont effondrés. Derrière cette crypto Trump, il y a deux sociétés qui sont directement ou indirectement détenues par Trump ou par des proches. Il y a 20% des jetons qui ont été émis lors de l'ICO, donc il y a 80% des jetons qui sont toujours détenus par ces sociétés appartenant à Trump et à ses proches. Trump a donc gagné énormément dans l'affaire. Déjà, sur les frais de trading, il y a entre 86 et 100 millions de dollars de frais de transaction qui ont été générés jusqu'au 30 janvier 2025. Et puis, bien sûr, il y a eu l'argent de l'ICO, de l'introduction du jeton sur le marché. Il y a 200 millions de jetons qui ont été mis sur le marché au prix de 10 dollars par jeton. Je vous laisse faire le calcul, c'est 2 milliards de dollars. Difficile de savoir combien Trump a réellement touché au final, mais on parle probablement de milliards de dollars. Alors, les Trump sont tellement sur tous les fronts que je pourrais continuer longtemps comme ça. On a par exemple du côté des enfants Don Jr. qui a rejoint plusieurs conseils d'administration d'entreprises qui, bizarrement, ces entreprises sont toutes très impactées par les politiques gouvernementales. En général, ces entreprises vont profiter d'une moindre réglementation. Ça peut être dans les cryptos, dans les industries polluantes, dans les médicaments, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises plutôt conservatrices, anti-woke ou bien dans la défense, donc qui vont profiter très probablement de la politique de Donald Trump. Par exemple, après son entrée au board d'Unusual Machines, une entreprise de drones, le cours de bourse a bondi de 249% en 2 jours et ça s'est produit sur plusieurs autres entreprises. Par exemple, quand Don Jr. a rejoint l'entreprise Public Square Holdings en tant que membre du board, même chose, explosion du cours de bourse. Donc on voit qu'il y a un gentil mélange entre politique du père, favorable à certaines industries, arrivé au board du fils, etc. C'est assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point Trump utilise son nom dès qu'il peut faire vendre, même des produits à 50 dollars. Si vous allez sur le site de la Trump Organization, vous allez voir tous les produits dérivés qui sont vendus à l'effigie de Trump. Ça va des décorations de Noël, un sac à main à 550 dollars, une montre tourbillon en or 100 000 dollars, etc. Trump n'a aucun problème à licencier son nom, c'est vraiment devenu une marque qui fait vendre. Après, autre gros morceau, bien sûr, il y a une autre nouveauté par rapport à son premier mandat, qui est l'ouverture de Trump Media and Technology aux investisseurs. Vous savez, cette société, son principal actif, c'est le réseau social de Trump, le Truth Social. Cette société est cotée en bourse. Alors, est-ce que tout ça est légal? Parce que ça peut paraître un petit peu gros, tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Eh bien, en théorie, oui.
Parce qu'en tant que président des États-Unis, Trump est exempté des lois classiques sur les conflits d'intérêts qui vont s'appliquer aux autres membres de l'administration. Mais ce qui s'est toujours fait, c'est que les anciens présidents américains avaient tendance à se débarrasser de leurs actifs, à les vendre, ou bien à les placer dans un blind trust, un fonds aveugle. L'idée, c'est que le président transfère temporairement tous ses actifs à un gestionnaire indépendant, un trust, qui va prendre toutes les décisions financières sans en informer le président. Donc le président n'a aucun contrôle ni aucune connaissance sur la manière dont est géré son argent. Et à la fin de son mandat, il va récupérer ses actifs. Comme ça, on est certain qu'il n'y a aucune décision politique qui a été influencée par les intérêts personnels du président. Mais Trump a fait complètement différemment. Au lieu de placer donc dans un trust aveugle, comme l'ont fait Obama, Bush ou Clinton, il a juste confié la gestion de la Trump Organization à ses fils, à John Jr. et à Eric Trump. Et contrairement à un blind trust classique, Trump sait toujours où sont ses actifs, évidemment, et comment ils fonctionnent, puisque ce sont ses fils qui dirigent l'entreprise, et ses fils qui sont évidemment dans un cercle proche, ils discutent énormément, donc on voit qu'il y a quand même un beaucoup plus gros flou que les prédécesseurs qui avaient soit vendu, soit mis dans un trust aveugle leurs actifs. Et comme je vous le disais au début, Obama, Clinton, Sarkozy, Hollande, etc., bien sûr, beaucoup de présidents, quasiment tous d'ailleurs, ont trouvé des moyens de monétiser leur passé politique, c'est surtout grâce à des conférences, on l'a vu, ou bien à la vente de leurs livres, mais aucun n'a combiné autant de sources de revenus, et surtout aucun ne l'a fait en cours de mandat, comme Trump. Alors il y a un point à noter qui explique peut-être pourquoi Melania et Donald Trump mettent autant le paquet sur la monétisation de cette deuxième élection, c'est que lors de son premier mandat, Donald Trump avait perdu de l'argent, sa fortune était passée de 3 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars, principalement à cause du Covid. Alors pour vous, est-ce que Trump c'est un génie du business ou est-ce que c'est un président qui va juste pousser les limites de l'éthique au maximum? Dites-moi ça en commentaire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Trump a une compréhension vraiment extrême des leviers du pouvoir et de l'influence. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir jusqu'où il est prêt à aller. Est-ce qu'il a des limites? On a encore plusieurs années pour essayer de voir ça. Merci encore pour votre suivi, pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr, à bientôt pour d'autres vidéos.